L'arène était vide, mais la poussière flottait encore dans l'air, tel un souffle qui refusait de retomber. Un taureau gris et massif se tenait seul au centre, les muscles frémissant sous une peau marquée par le temps et la défiance. Son nom était Serment. À l'extérieur de la barrière, un vieil homme se tenait immobile, des yeux comme de la pierre usée, et l'espace d'un battement de cœur, la bête le regarda en retour, comme si elle se souvenait de lui. On appelait ça la fête votive de la manade, une démonstration annuelle de cran, de bruit et d'os brisés, organisée dans la vaste manade Mercier, au cœur de la Camargue. Les foules venaient pour le chaos, pour le spectacle d'hommes essayant de dompter des bêtes qui ne voulaient rien d'autre que la liberté, mais pas Valentin Bonnet. Il balayait les sols du marché du village et passait ses nuits au chevet d'Élise, lui murmurant des histoires pendant que des machines insufflaient la vie dans son corps fragile. À 12 ans, Élise avait plus de grâce que bien des hommes, mais ses reins la lâchaient rapidement et la liste d'attente était longue. Trop longue. Lorsque Claude Mercier, le millionnaire fanfaron et propriétaire de la manade, annonça un prix de 80 000 € pour quiconque parviendrait à monter Serment pendant 10 secondes, la plupart des hommes éclatèrent de rire. Personne n'osait. Valentin ne rit pas, car pour lui, cet argent signifiait plus que la fierté. Ceci est une histoire de force tranquille, d'instinct et du lien que personne n'avait jamais vu venir. Mais cet après-midi-là, il se passa quelque chose d'inattendu. Valentin Bonnet ne faisait pas partie de la foule, alors que d'autres portaient des chapeaux de gardien et des boucles de ceinture brillantes. Il portait une chemise de travail délavée, tachée par le temps, et une paire de bottes qui avaient depuis longtemps cessé de prétendre être imperméables. Il se tenait au bord des terres de la manade, les bras croisés, les yeux balayant silencieusement le chaos devant lui. Il avait été gardien autrefois, il y a des années, avant que son dos ne se raidisse et que les visites à l'hôpital ne commencent. Maintenant, il n'était plus que l'homme qui passait la serpillière sur le champ de foire à la tombée de la nuit, et qui faisait de la soupe avec ce que les voisins ne vendaient pas. Chaque semaine, il envoyait la moitié de ce qu'il gagnait pour payer les médicaments d'Élise. Chaque nuit, il priait pour que les machines ne cessent de bourdonner. Le monde de Valentin était devenu très petit. Une chambre d'hôpital, une caravane empruntée, et le son lointain des sabots sur la terre. Il n'avait rien à faire près de l'arène où Serment tonnait derrière des grilles d'acier, son souffle formant de la buée dans la chaleur de l'après-midi. Rien à faire à observer les frimeurs et les professionnels se jauger mutuellement. Mais il y avait quelque chose chez ce taureau, gris, massif et intouchable. Serment avait désarçonné tous les cavaliers qui l'avaient affronté, certains après 2 secondes, la plupart en moins d'1. Aucun n'était resté en selle. Aucun ne s'en était même approché. Valentin ne l'avait vu que de loin, pendant ses tours de nettoyage matinaux. Mais une seule fois, leurs regards s'étaient croisés, à travers une fente dans l'enclos. Il n'y eut aucune violence dans ce moment, aucun défi, juste une reconnaissance. Ce souvenir résonnait maintenant alors qu'il regardait Claude Mercier monter sur l'estrade, entouré de caméras et de sponsors locaux. La voix de Mercier gronda dans les haut-parleurs. 80 000 € pour celui qui tiendra 10 secondes sur Serment. Voyons qui a du cran. La foule rugit, des noms furent criés, des blagues furent lancées, mais personne ne s'avança. Les mains de Valentin se crispèrent sur la balustrade. Son corps disait non. Mais quelque chose au fond de sa poitrine s'agita, quelque chose de plus ancien que la peur. Un sentiment qu'il n'avait pas connu depuis la mort de sa femme, depuis que les hôpitaux avaient commencé à remplacer les églises dans sa vie. Il regarda de nouveau la bête, et cette fois, Serment était déjà en train de l'observer. Valentin Bonnet ne dormit pas cette nuit-là. Il était assis à côté du lit d'hôpital d'Élise, observant la montée et la descente de sa poitrine sous une couverture de laine bien trop lourde pour elle. Les machines émettaient des bips doux, réguliers, mais lents. Les infirmières allaient et venaient, avec des yeux fatigués et des hochements de tête polis. Elles le connaissaient toutes maintenant. « Monsieur Bonnet, encore là ?» demandait-elle. Et il hochait la tête, souriait, remerciait. Mais il en avait assez d'être reconnu pour sa souffrance silencieuse.
Le lendemain matin, après avoir plié l'écharpe d'Élise et embrassé son front, Valentin fit la longue marche de retour vers la manade. Il ne prévoyait de parler à personne, mais il voulait revoir Serment. Ce qu'il trouva, ce furent des rires. Claude Mercier se tenait avec un groupe de gardiens locaux, plaisantant assez fort pour que tout le camp l'entende. « Le vieux bonnet regarde mon taureau comme s'il voulait l'épouser, dit-il, la voix mielleuse de moquerie. On devrait peut-être lui trouver une selle pour son déambulateur. » Les hommes éclatèrent d'un rire cruel. Valentin se tenait à quelques mètres de là. Il ne dit rien. Il baissa simplement les yeux vers ses mains, des mains qui avaient tiré des veaux de leur mère, réparé des clôtures sous l'orage et qui maintenant tremblaient juste en tenant une boîte de conserve trop longtemps. Il se tourna pour partir. Mais alors une voix perça le bruit. C'était Émile Toussaint, le contremaître de Mercier. « Patron !» dit Émile à moitié en plaisantant. « Et si on le laissait essayer ?» Claude haussa un sourcil. « Quoi ? Bonnet ? Sur Serment ?» Le groupe rugit de nouveau. « Pourquoi pas ?» sourit Mercier. « On va faire un spectacle. Billet gratuit pour quiconque veut voir un fossile se faire piétiner. Appelons ça de la charité. » Ce mot le brûla. La charité. Comme si la vie de Valentin, son amour pour sa petite fille, n'était qu'un numéro de foire pour divertir les nantis. Mais il ne réagit pas. Pas avec des mots. Plus tard dans l'après-midi, il retourna seul aux écuries. Pas de public. Pas de caméra, juste le grincement du bois et l'odeur terreuse du foin. Serment se tenait dans son enclos, inhabituellement calme. Valentin s'approcha lentement de la clôture, pas avec l'arrogance d'un cavalier, avec révérence, comme s'il venait demander la permission. Le taureau tourna la tête, les naseaux dilatés, et puis quelque chose d'étrange se produisit. Il ne se cabra pas, ne frappa pas le sol. Il se contenta de fixer, comme s'il avait attendu. Valentin posa une main sur le rail supérieur, le cœur battant. « Je n'ai pas besoin d'un spectacle, » murmura-t-il. « J'ai juste besoin d'une chance. » Mais personne ne l'entendit. Pas les hommes qui riaient autour de leur feu de camp, pas le système qui laissait la dialyse d'Élise attendre derrière des formalités administratives, pas même les juges dans l'arène. Seul Serment se tenait immobile, à l'écoute. Et quelque part, dans ce silence, quelque chose se brisa, silencieusement, irréversiblement. Les jours qui suivirent se fondirent les uns dans les autres, comme le crépuscule dans l'obscurité. Valentin marchait de l'hôpital à la manade et vice-versa. Toujours seul, toujours ignoré. Le village connaissait son histoire. Certains le plaignaient, la plupart l'oubliaient. Au marché, il essaya de vendre sa boîte à outils. Une chose rouillée, remplie de vieilles clés et de souvenirs de mains plus jeunes. L'acheteur offrit 10 € et un haussement d'épaule. « C'est tout ce que je peux faire », dit Valentin, la voix calme, résigné. Il avait déjà essayé l'église, le bureau du maire, même la radio locale. Personne ne pouvait ou ne voulait l'aider. Trop vieux, trop pauvre, trop silencieux. De retour à la manade, les affiches furent placardées. « Pouvez-vous tenir 10 secondes sur la bête ? Venez voir l'histoire aux arènes Mercier. » Ils utilisèrent une photo de Serment en plein saut, les yeux fous et les sabots figés dans une danse macabre. Sous l'image, en lettres vives, prix de 80 000 € en espèces, si vous osez. Valentin ne rit pas. Il lut simplement la date. C'était dans 3 jours. Cette nuit-là, Élise eut de la fièvre. Elle marmonnait dans son sommeil, appelant sa mère, décédée 5 ans plus tôt. Valentin s'assit à son chevet, lui épongeant le front avec un linge humide et murmurant des prières trop usées pour trouver un écho. Elle se réveilla à l'aube, à peine capable d'ouvrir les yeux. « Papy !» dit-elle d'une voix sèche. « Je suis là, ma chérie. » Sa main chercha la sienne. « Tu crois qu'un jour, on verra l'océan ?» Il hocha la tête, même si quelque chose se brisa en lui. « Bien sûr, » mentit-il, « un jour bientôt. » Le lendemain matin, Valentin se présenta aux portes de la manade. Émile Toussaint, le contremaître de Mercier, l'aperçut et eut un sourire narquois. « Je pensais que tu avais enfin repris tes esprits, » dit-il. « Tu cherches un travail de nettoyage ?» Valentin le regarda dans les yeux. « Non, dit-il simplement, je veux monter. » Émile cligna des yeux, le sourire s'effaçant. « Tu es sérieux ?»
Valentin hocha la tête. « Tu as des envies de suicide, Bonnet? Ce taureau a projeté en l'air des gamins qui font la moitié de ton poids. Je n'essaie pas de gagner quoi que ce soit, dit Valentin. J'essaie juste de ne pas la perdre. » Cela fit taire Émile. Pourtant, il ne dit pas oui. Valentin n'était pas sur la liste. Il n'était même pas censé être près du toril. Mais cette nuit-là, après que la foule fut partie, Valentin se tint de nouveau devant l'enclos de serment. Pas de selle, pas de corde, pas de foule. Juste lui, le taureau et le vent. Et c'est là que quelque chose changea. Serment fit les 100 pas, puis s'arrêta, puis se tourna. Leurs regards se croisèrent. Le taureau gratta la terre une fois, pas violemment, délibérément. Comme pour répondre. Le jour de l'événement, Mercier portait une chemise à boutons de nacre et des bottes dorées. Il arpentait la tribune du commentateur comme un prêtre le dimanche, s'imprégnant des acclamations. « Nous avons un programme chargé aujourd'hui, mes amis, et peut-être une surprise, » lança-t-il avec un clin d'œil. Puis, il vit Valentin, attendant à la porte latérale. Le visage de Mercier se crispa. « Tu es toujours là-dessus » aboya-t-il. « Tu vas te briser le dos avant même que la porte ne s'ouvre. » Valentin ne répondit pas. Quelques badauds rirent, d'autres se turent. Il y avait quelque chose dans la façon dont le vieil homme se tenait, calme, stable, qui rendait l'air plus dense. « Tu n'en as pas le droit !» siffla Mercier en s'approchant. « C'est mon spectacle. » Valentin regarda vers la reine. « Je ne suis pas ici pour votre spectacle. » Émile s'approcha, chapeau à la main. Il regarda Valentin, puis Mercier. « Le règlement dit que n'importe qui peut monter s'il signe la décharge, » marmonna-t-il. « On l'a imprimé, je dis ça comme ça. » Mercier le dévisagea, puis cracha par terre. « Alors qu'il meure !» Alors que Valentin se dirigeait vers le toril, la foule commença à murmurer. Certains riaient, certains huaient. La plupart regardaient dans un silence étrange, comme si quelque chose d'ancien se déroulait et qu'ils ne comprenaient pas encore. Serment se tenait prêt, les naseaux dilatés, la corde pendant lâchement. Valentin escalada lentement la barrière. Ses mains tremblaient, non de peur, mais sous le poids. Le poids des nuits à tenir un enfant trop faible pour pleurer. Le poids d'avoir été invisible pendant trop longtemps. Il cala son corps contre le taureau. Pas de selle, pas d'appui. Juste des os, du souffle et de la foi. Émile tira le levier de la porte. La foule retint son souffle. Mais avant que la porte ne s'ouvre en claquant, avant que les sabots ne tonnent, Serment marqua une pause. Et dans cette pause, on pouvait presque l'entendre. Le silence qui précède le début de quelque chose de sacré. La porte claqua comme un coup de feu. Mais Serment ne bondit pas en avant. Il sortit lentement, de manière contrôlée, ses sabots s'enfonçant profondément dans la terre retournée. La foule, qui attendait une frénésie, se pencha en avant. Mais le taureau ne rua pas, ne sursauta pas, ne se mit pas en rage. Valentin était assis sur lui, les genoux lâches, le dos courbé par l'âge et la gravité. Sa main reposait doucement sur le garrot du taureau, ne serrant pas, étant simplement là. Aucun chronomètre de rodéo ne démarra. Personne ne cria. Personne ne savait quoi penser de ce qu'il voyait. La reine, habituellement folle de bruit, devint immobile. Serment fit 3 pas en avant, chacun délibéré, comme s'il marchait dans le brouillard. Puis il s'arrêta, tourna légèrement la tête et laissa échapper un souffle bas, un son plus proche d'un soupir que d'un reniflement. Sur son dos, Valentin ne sourit pas, ne fit pas de signe de la main. Il ferma simplement les yeux une seconde et écouta. Comme si la bête sous lui était devenue une partie de son rythme cardiaque. Mercier était figé dans la tribune, le micro mou dans sa main. « Pourquoi ne rue-t-il pas » chuchota quelqu'un. Émile Toussaint retira son chapeau. « Il n'essaie pas de le désarçonner, » dit-il doucement. « Il le porte. » Un halètement parcourut les gradins. Quelque part près de la rangée du haut, un enfant murmura à sa mère « Il est magique ?» Mais ce n'était pas de la magie. C'était quelque chose de plus ancien que le spectacle, plus ancien que l'ego. C'était une confiance sans langage, un respect sans règles. Valentin n'avait rien à prouver. Serment n'avait rien à combattre. 2 vies usées par le temps s'étaient simplement reconnues. Le taureau se tourna de nouveau, cette fois avec intention,
et fit un lent cercle autour de l'arène, comme s'il paradait avec quelque chose de sacré, non pas pour être applaudi, mais pour être honoré. Au moment où ils s'arrêtèrent, près d'une minute entière s'était écoulée, pas 10 secondes, 60. Le silence retomba. Puis Valentin se pencha en avant, posa une main sur le cou épais de Serment et murmura quelque chose que personne ne put entendre. Mais le taureau entendit. Il laissa échapper un dernier souffle et resta immobile. Pas vaincu, pas brisé, juste vu. Personne ne bougeait. C'était comme si l'arène s'était transformée en cathédrale. Valentin glissa du dos de Serment avec la raideur de vieux os, atterrissant lentement, les genoux fléchissant légèrement. Le taureau ne tressaillit pas. Il se contenta de le regarder, calme et immobile, comme un soldat au repos. Puis Valentin se tourna et commença à s'éloigner, ses bottes crissant doucement sur la terre. Ce n'est qu'à ce moment-là que la foule commença à s'agiter. Certains applaudirent, hésitants, ne sachant pas si cela comptait comme une victoire. D'autres restèrent silencieux, les yeux vitreux dans quelque chose qui ressemblait à de la révérence. Il n'y avait pas eu de feu d'artifice, pas de tempête de poussière, pas de chronomètre hurlant des chiffres sur un écran. Mais tout le monde dans cette arène le sentit. Il venait de voir quelque chose de vrai. Dans la tribune, Claude Mercier se tenait immobile, la bouche légèrement entr'ouverte comme s'il essayait de formuler une réponse. Mais que pouvait-il dire? Le vieil homme avait fait l'impossible, sans violence, sans permission, sans lui. Il attrapa le microphone, puis s'arrêta. Quelqu'un d'autre parlait déjà. Émile Toussaint, debout près des barrières, la voix ferme. « Vous l'avez tous vu, dit-il assez fort pour être entendu. Vous l'avez tous senti. » Un faible murmure balaya la foule comme le vent dans les hautes herbes. Quelqu'un cria « Il a gagné !» Une autre voix fit écho. C'était plus qu'une victoire. Des enfants se levèrent sur les bancs. Des personnes âgées s'essuyèrent les joues. Même les cavaliers, jeunes, fiers, se tenaient chapeau bas, regardant comme des garçons un feu qu'ils ne pouvaient expliquer. Valentin atteignit le bord de l'arène et s'arrêta. Serment regardait toujours. Leurs regards se croisèrent une dernière fois. Pas comme un prédateur et une proie, mais comme des égaux. Et puis, doucement, le taureau se tourna et s'éloigna, seul, majestueux, sans surveillance. De retour au toril. Pas de corde, pas de manipulateur. Comme s'il avait terminé sa part dans quelque chose que personne ne comprendrait jamais entièrement. Valentin baissa les yeux sur ses mains. Elles tremblaient, mais pas de peur, de libération. Le poids qu'il avait porté, des jours, des mois, des années, s'était suffisamment allégé pour qu'il puisse respirer à nouveau. Mais ce n'était pas fini. Pas encore. Claude Mercier claqua le micro sur la table, faisant trembler toute la tribune. Ce n'était pas une monte, aboya-t-il à personne en particulier. C'était une promenade, un tour de passe-passe, mais personne ne fit écho à sa colère. Émile se tenait près de la porte, les bras croisés. « Si c'est si facile, dit-il sans élever la voix. Montez dessus, le visage de Mercier vira au rouge. Les caméras tournaient toujours, les téléphones enregistraient toujours. Et l'homme qui dirigeait tout ce spectacle n'était soudainement plus le personnage principal. Il sortit de la tribune en trombe, bousculant un groupe de spectateurs stupéfaits. En bas, dans l'arène, Valentin venait d'atteindre la porte arrière quand Mercier le rattrapa. « Tu crois que ça te rapporte quelque chose ?» lança-t-il. « Ce taureau t'a laissé monter, ce n'est pas de l'habileté, c'est de la chance. » Valentin se tourna, toujours aussi stable. « Je n'ai jamais dit que c'était de l'habileté. » répondit-il. « Je me suis juste présenté. » Mercier renifla. « Tu n'auras pas un centime. L'accord était pour une vraie monte. » Quelques personnes eurent un hoquet de surprise. « C'est vous qui avez lancé le défi » cria quelqu'un dans la foule. « Ne reculez pas maintenant » ajouta un autre. Mais Mercier leva la main. Il n'y a pas eu de chronomètre de 8 secondes, pas de protocole de rodéo, juste un vieil homme et un taureau paresseux. Ce n'est pas du sport, c'est une farce. Valentin ne discuta pas, ne plaida pas. Il regarda simplement Mercier dans les yeux et dit « Je n'étais pas ici pour le sport » et se tourna pour partir. Cela, d'une manière ou d'une autre, exaspéra Mercier plus que n'importe quelle insulte. « Si tu pars maintenant, Bonnet, tu pars sans rien » gronda-t-il.
Mais avant que Valentin ne puisse répondre, Émile s'interposa. « Il part avec plus que n'importe lequel d'entre nous n'aura jamais, » dit le contremaître. La tension dans l'air s'intensifia. Les poings de Mercier se serrèrent. Sa bouche tressaillit, mais il ne pouvait pas frapper un homme comme Valentin. Pas ici, pas maintenant, pas après ce dont ils venaient tous d'être témoins. Pourtant, la menace planait. Derrière les rideaux, derrière la foule, derrière la renommée, il détenait toujours le pouvoir. Et Valentin le savait, il ne craignait pas Mercier, mais il craignait une chose, que la promesse qu'il avait faite à Élise puisse encore se briser sous le poids de l'orgueil de quelqu'un d'autre. Le soleil avait commencé à descendre derrière les collines, jetant de longues ombres sur l'arène. Tout paraissait doré, suspendu, comme si la journée elle-même retenait son souffle. Valentin Bonnet se tenait immobile. Il n'était pas en colère. Il ne mendiait pas. Mais quelque chose en lui se fissura, non pas de désespoir, mais de résolution. Il se retourna vers Mercier, lent et calme, et dit juste assez fort pour que ceux qui étaient à proximité l'entendent. « Vous avez dit que quiconque resterait en selle pendant 10 secondes gagnerait cet argent. »« Pas de chronomètre, » rétorqua Mercier. « Aucune règle suivie. »« Je n'ai pas suivi vos règles, » acquiesça Valentin. « J'ai suivi les siennes. » Il regarda vers l'autre extrémité de l'arène. Serment était toujours là, debout près du toril, immobile, observant. Valentin prit une profonde inspiration et rentra dans l'arène. La foule murmura. Les gens se relevèrent. Une anticipation sourde et vibrante emplit l'air, confuse, révérencieuse, presque comme si l'on regardait quelqu'un entrer dans une tempête qu'il avait choisie. Alors que Valentin approchait, le grand taureau ne s'enfuit pas. Il marcha vers l'homme. 2 pas, puis un autre, jusqu'à ce qu'ils se rencontrent au centre. Et là, sans corde ni selle, Valentin posa une main sur le flanc de Serment et se hissa une fois de plus. Une deuxième monte, mais pas pour l'argent, pas pour le spectacle, pour la preuve. Il hocha doucement la tête, et Serment se mit à bouger, cette fois plus vite, plus fort, le testant. L'arène explosa, non pas en acclamation, mais en admiration. On pouvait sentir le son monter comme une marée. Serment donna un coup de pied. Une puissante poussée de muscles et de mémoire. Valentin tint bon, non par la force brute, mais par l'équilibre, la confiance, la grâce, un autre coup de pied, puis une torsion. Pourtant, Valentin resta. Il se plia avec le mouvement, flua avec lui, ne lui résista pas. 8 secondes, 9, 10, 12. La foule haleta. Même le chronomètre officiel, quelqu'un pensa enfin à le démarrer, afficha des chiffres rouges sur un écran portable. 15, 17. Puis, sans avertissement, Serment ralentit, s'arrêta et baissa la tête. Valentin glissa de nouveau, les genoux flageolant légèrement, le souffle court, la poitrine haletante. Mercier était figé sur place. La foule se mit à applaudir, non pas bruyamment, mais lentement, profondément, du fond des tripes, le son de gens qui venaient d'assister à quelque chose pour lequel ils n'avaient pas de mots. Mercier regarda autour de lui, et pour la première fois, personne ne le regardait. Il plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit une enveloppe. Commença à avancer, le visage pâle, les yeux lointains. Valentin se tourna mais ne tendit pas la main pour la prendre. « Je n'ai pas fait ça pour ça », dit-il, la voix rauque. Mercier hésita, puis baissa les yeux, regarda vraiment, pour la première fois. « Vous l'avez fait à cause d'elle », murmura-t-il. Valentin hocha la tête. « C'est tout ce que j'ai. » L'enveloppe tremblait dans la main de Mercier. Il la tendit de nouveau, plus lentement cette fois. « Alors laissez-moi faire quelque chose de bien. » Valentin ne la prit pas, pas encore. Mais il ne s'éloigna pas non plus. Pour la première fois depuis longtemps, il n'était pas seulement un homme qui survivait. Il était un homme qui avait été entendu. Derrière lui, Serment se tenait droit et silencieux, ne regardant pas la foule, pas les caméras, juste le vieil homme qu'il avait monté non pas pour conquérir, mais pour se connecter. Et dans cette immobilité, ils avaient tous les deux gagné, pas seulement contre toute attente, mais contre le bruit d'un monde qui oublie les silencieux. Les semaines passèrent. Les vidéos devinrent virales avant même que Valentin ne sache ce que le mot signifiait. Les gros titres l'appelaient
l'homme qui a humilié la bête, le gardien du silence, et d'autres noms qu'il n'avait jamais demandés. Il s'en fichait. Il était de retour au marché le week-end suivant, réapprovisionnant des caisses de courges et de tomates. Élise avait commencé un nouveau traitement à Lyon, payé intégralement. Elle se fatiguait encore facilement, avait encore besoin de repos. Mais ses joues avaient repris des couleurs. Son rire était revenu. Et c'était tout ce que Valentin avait toujours voulu. À la manade Mercier, les choses changèrent. La reine resta, mais quelque chose en son cœur était différent maintenant. La musique forte jouait plus doucement. Les annonceurs parlaient avec plus de soin. Et Serment, il ne rua plus jamais. Il ne fut pas mis à la retraite, juste différent. Il errait dans les pâturages de la manade, calme comme le crépuscule, sans attache. Les gardiens l'approchaient parfois, il ne s'enfuyait pas, mais il ne s'agenouilla jamais. Il avait déjà choisi son cavalier. Mercier, de son côté, cessa de s'habiller comme un grand propriétaire le week-end. Il passait plus de temps à marcher seul le long des clôtures, les mains dans les poches, les yeux plus doux. Un jour, il rebaptisa l'arène. Un nouveau panneau en bois, sculpté à la main, était suspendu au-dessus de l'entrée. Il n'y avait pas écrit « Arène Mercier ». Il y avait écrit « Le cercle de Serment ». Et en dessous, en lettres plus petites, gravées au fer dans le grain, pour ceux qui parlent avec le silence. Valentin n'avait jamais demandé cela. Il ne se tint jamais sous le panneau, ne prit jamais de photos, ne donna jamais d'interview. Il continua simplement à être là, silencieux, constant, entier. Parce que certaines histoires n'ont pas besoin d'être racontées. Elles ont juste besoin de vivre dans les os de ceux qui étaient là. Et parfois, ce qui change un homme, ce n'est pas le rugissement de la foule, mais les yeux d'une créature qui a simplement refusé de le craindre. Peut-être connaissez-vous quelqu'un comme Valentin, quelqu'un qui ne crie pas, ne demande pas, continue simplement d'avancer pour quelqu'un qu'il aime. Ou peut-être êtes-vous cette personne? Si cette histoire a trouvé un chemin dans votre poitrine, ne serait-ce qu'un instant, laissez-la s'y installer, laissez-la respirer. Et si vous en avez envie, laissez un commentaire. Partagez d'où vous regardez. Dites-nous à qui vous avez pensé en écoutant. Parce que parfois, des histoires comme celle-ci ne sont pas seulement un divertissement, ce sont des rappels. Que la force ne ressemble pas toujours au bruit. Parfois, elle boite, parfois, elle monte sans éperon, et parfois, elle ne monte pas du tout, elle écoute simplement. Alors, si cette histoire vous a touché, aimez-la, partagez-la, et transmettez-la à quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un peu de quiétude aujourd'hui. Nous serons là à raconter les histoires qui comptent, celles qui parlent sans jamais élever la voix.